Donc, dire que le système capitaliste est instable et violent, en réalité, ça peut paraître comme une banalité, parce qu'effectivement, la violence et l'instabilité, ça fait quand même partie de l'ADN du capitalisme, mais clairement, on peut dire qu'aujourd'hui, cette violence et cette instabilité prennent des dimensions qui deviennent assez paroxystiques et surtout qui deviennent de plus en plus visibles, tangibles, à la fois dans la vie de chacune, chacun, mais aussi du point de vue de la visibilité qu'on peut en avoir grâce aux outils technologiques d'analyse et de diffusion des informations, ce qui ne compte pas pour rien dans la perception qu'on peut avoir de la situation. Alors, en quelques mots, juste parce que je ne vais pas faire en quelques minutes vous faire une grande analyse de la situation économique, j'en suis incapable et il n'y a pas le temps de toute façon. Et donc, juste pour quelques mots qui essayent de caractériser cette situation, ça vient de sortir, c'est un classement annuel, ça vous a pas échappé, et donc on a découvert à cette occasion que Cocorico, l'homme le plus riche du monde, est désormais notre merci patron Bernard Arnault national, avec donc ce qui en dit long sur les inquiétudes de Macron quant à la bonne santé des entreprises françaises, de toute l'argumentation, ça porte quand même, et on a intérêt à l'utiliser de ce point de vue-là, mise à mal de l'argumentation comme quoi il n'y a pas d'argent, ni pour les services publics, ni pour les retraites. Donc de l'argent, on voit bien qu'il y en a et qu'elle a tendance à ne pas ruisseler beaucoup, et plutôt à remonter. Et de ce point de vue, la formule d'Oxfam est d'ailleurs une formule imagée qui est en deçà de la réalité, parce qu'ils disent si quelqu'un avait pu économiser l'équivalent de 8 000 € par jour depuis la prise de la Bastille, pour vous éviter les calculs mathématiques, ça fait 230 ans, juste. Donc 8 000 € par jour économisés depuis 230 ans, il n'arriverait aujourd'hui qu'à 1% de la fortune de Bernard Arnault. Et cette évaluation est sous-estimée parce qu'en fait, elle se basait sur 67 milliards. Or, ce que l'on a appris, c'est que ce n'est pas 67 milliards, c'est 17 milliards, c'est en dollars. Ça fait un peu moins en euros. Mais n'empêche que, voilà, on en est là, avec un enrichissement qui fait des bons, c'est toujours difficile avec cet ordre de chiffres, mais n'empêche que c'était en 2017, en 2018, il y a 2 ans, la fortune de Bernard Arnault, à l'époque 4e mondiale, elle est estimée à 72 milliards de dollars. Donc en 2 ans, il a juste gagné 45 milliards de dollars de sa fortune, ce qui montre à quel point cette concentration des richesses un peu atteint un niveau explosif, et on peut continuer avec les chiffres d'Oxfam qui montrent à la fois la concentration des richesses et le parasitisme de plus en plus important de cette classe capitaliste, puisque 1% des plus riches concentrent autant de richesses que 90%, c'est-à-dire 6,9 milliards d'êtres humains de la population mondiale, que je cite juste ces quelques chiffres, vous les retrouverez facilement dans le rapport d'Oxfam. 2153 milliardaires possèdent plus que 4,6 milliards de personnes. Et le résultat, le corollaire de cela, c'est évidemment que 3 milliards 800 millions d'êtres humains vivent, eux, avec moins de 5 $ par jour. Donc, autre chiffre, ça fait partie des derniers que je vous donne, c'est le fait que les hommes détiennent 50% de richesse de plus que les femmes. Et en France, les 10% les plus riches possèdent 50% des richesses du pays. Quant au chiffre de nombre de milliardaires en France, il est de 41, c'est pas beaucoup, mais c'est 4 fois plus qu'en 2008. Et sur ces 41 milliardaires, il y a 5 femmes. Voilà, donc évidemment, cette situation en termes de concentration des richesses et d'approfondissement des inégalités, elle aboutit au fait qu'assurer le maintien et le développement de ce régime sur fond d'instabilité économique généralisée, parce qu'aujourd'hui, tous les experts économiques le reconnaissent et le pointent, la bourse a atteint de nouveau ce
Voici les chiffres qui étaient ceux, que ce soit le CAC 40 ou le Nasdaq, les chiffres qui étaient en termes de capitalisation boursière, les chiffres qui étaient ceux d'avant les deux crises de 2000 et de 2008. Donc, évidemment, on peut se poser, ils le font tous et tout, il n'y a pas de raison qu'on ne les croit pas à ce niveau-là, que le système menace un peu n'importe quand d'aboutir à des crises financières qui, évidemment, seraient majeures, comme on a pu en voir les effets, même si jamais c'était moindre au niveau de la France, mais en Europe, la crise de 2008, et particulièrement dans d'autres pays. Alors, forcément, maintenir ce système-là, ça suppose le développement de régimes de plus en plus autoritaires, qui poussent à la montée des populismes de droite de plus en plus extrêmes. La liste ne cesse de s'allonger. Il y avait la Chine, la Russie de Poutine, la Turquie d'Erdogan, Trump, Bolsonaro, Duarte aux Philippines. On a assisté ces derniers mois à des coups d'État en Bolivie, au Venezuela. Et à un autre niveau, évidemment, ce n'est pas la réalité, mais en France, on voit bien que le tournant autoritaire commençait sous Sarkozy, poursuivi par Hollande avec l'état d'urgence, et aujourd'hui systématisé par Macron, et avec sa déclaration d'hier sur la démocratie française aussi, qui parle de dictature, donc à aller voir, alors je ne sais pas où, mais il y a vraiment des dictatures. La violence de la répression, on avait bien mesuré. Enfin, dernier point à souligner, je ne l'ai vu après pas, c'est le fait que les guerres commerciales qui se mènent à l'échelle des plus grandes puissances de la planète, mais aussi entre les différentes puissances régionales, mettent de façon constante le monde au bord de la guerre, peut-être tout court. En tout cas, ça fait planer les spectres de manière constante et ça fait partie des inquiétudes et des angoisses qui peuvent être discutées dans la jeunesse, dans le monde du travail. Alors, évidemment, heureusement, c'est bien ce qui nous donne de l'espoir, cette violence et cette instabilité, elles aboutissent à des contestations internationales du système et des contestations qui prennent à la fois des formes et des expressions politiques inédites qui se développent et qui s'alimentent à l'échelle mondiale. Avec cette problématique, elles ne parviennent pas à se coordonner réellement. Même si jamais il y a une concordance dans le temps, il y a à cette étape, y compris, je redévelopperai en tout cas 3 des principales de ces contestations, peu, voire pas du tout, de coordination et de perspectives politiques communes qui réussissent à se dégager de ces contestations qui pointent des effets des crises du système et qui mettent en cause, à partir de ces effets, le système dans son ensemble. Alors, dans 3 points, la révolte écologique, la réforme des femmes contre le patriarcat et la révolte des peuples. Bien évidemment, les crises écologiques multiples, entre les pays qui brûlent, la dévastation, suite aux tsunamis, tempêtes et autres, l'extinction des espèces vivantes, tout ça alimente un mouvement de fond dans la jeunesse qui a vraiment cette spécificité aujourd'hui par rapport à tout ce qu'a été le mouvement écologique de lier la justice climatique et justice sociale pour sauver la planète. Je ne vais pas développer, il y a des camarades qui sont beaucoup plus à même que de le faire. Deuxième point, la révolte que je cite, la révolte des femmes contre le patriarcat, là aussi, un mouvement de fond, à la fois à partir des réalités et ancré dans la réalité des différents pays, entre une morte de plus en Amérique latine, le droit à l'avortement et à disposer de notre corps en Europe ou aux États-Unis, la mobilisation contre les violences et les féminicides. Toutes ces mobilisations-là prennent évidemment des formes de lutte différentes entre les manifestations de masse et l'auto-organisation à un niveau qu'on n'avait pas vu en Amérique latine, la grève des femmes en Espagne, les manifestations de rue en Europe, des mobilisations comme MeToo
qui dénonce à la fois le caractère systémique de la domination patriarcale dans toutes les sphères de la société, et pour terminer, les grèves dans des secteurs économiques qui sont particulièrement féminisés, comme la santé, comme des entreprises de nettoyage, comme Honnête, où les femmes, parmi les plus précaires du salariat, se mobilisent également. Donc, et dernier point, je vais souligner, la révolte des peuples. Je peux dire que 2019 a été une année d'un véritable soulèvement des peuples contre le capitalisme néolibéral et autoritaire, et que ce mouvement se continue en 2020. Il touche absolument toutes les régions du monde. Alors, si on commence à partir dans l'énumération, on va forcément oublier, donc je ne vais pas le faire. La seule chose qu'on puisse souligner, c'est que de ce point de vue-là, de ce phénomène mondial, l'Europe est celui qui est touché à un moindre niveau, parce qu'il y a la France, il y a le mouvement Catalogne qui connaît des mobilisations dans la durée, qui connaissent des mobilisations dans la durée, mais dans les autres pays européens, c'est pas parler exactement du même type de mobilisation. Alors, comme on ne peut pas faire un tableau de toutes ces mobilisations, juste pour essayer de pointer quelques, à la fois traits communs et problèmes politiques qui sont posés par ces soulèvements des peuples et qui nous percutent directement dans la mobilisation que s'efforce de construire aujourd'hui, ici. Donc la première chose, c'est que dans tous ces mouvements, sous encore une fois des formes absolument diverses et particulières, ce qui se mêle, c'est à chaque fois une revendication économique et politique. Les Algériens ont formulé avec la revendication système dégage, qui vise le pouvoir et qui met de toute façon, dans toutes ces mobilisations, il y a le fait de viser ces systèmes, ces pouvoirs en place, qui sont incapables de satisfaire les revendications économiques à partir desquelles les mobilisations démarrent. Autre point commun, c'est la place dans toutes ces mobilisations, dans tous ces soulèvements, de la jeunesse et des femmes qui sont ultra présentes dans toutes ces mobilisations. Troisièmement, c'est l'inscription dans la durée, y compris lorsqu'il y a eu des reculs partiels des pouvoirs en place, y compris lorsque les mobilisations, les pouvoirs utilisent la violence de la répression et de répression. En France, on se fait matraquer et gazer de façon de plus en plus fréquente et régulière, mais en Irak, en Liban, c'est à balles réelles et tirs. En Chili, les formes de répression, d'arrestation, de viol sont évidemment à notre échelle, à notre niveau de violence de la répression, et pour autant, on assiste à des mobilisations, des mouvements qui trouvent les formes, les moyens de se régénérer et de se maintenir et de s'ancrer dans la durée, puisque dans toutes ces mobilisations, c'est des mois et des mois de durée, et c'est aussi des mouvements qui construisent, qui pensent, qui réfléchissent, qui organisent l'affrontement direct avec le pouvoir, comme c'est le cas à Hong Kong, comme c'est le cas également, là c'est quelque chose, par exemple en Irak, au Liban. Autre point, c'est le développement, qui pose un certain nombre de problèmes politiques, c'est le développement de l'organisation à la base, dans les quartiers, dans les rues, sur les places. Mais par contre, l'absence, voire le refus de coordination plus générale, avec ce paradoxe, en fait, ces mouvements ciblent le pouvoir, refusent le pouvoir, mais refusent également la construction d'alternatives politiques globales, alors que ces contestations visent le système. Et donc, ça fait partie des problèmes, et pas des moindres, auxquels se heurte ce mouvement et auxquels nous nous retrouvons également. Enfin, deux derniers points, les rapports compliqués au mouvement ouvrier et aux organisations politiques et syndicales qui ont structuré le mouvement ouvrier pendant tout le XXe siècle, qui sont considérés, et on va dire à juste titre, comme intégrés au système, y compris qui englobent dans cette perception
Et dans ce rapport de défiance et de rejet, des organisations comme la nôtre, révolutionnaire, qui pour autant ont bien du mal à s'exprimer, à s'ancrer et à développer leur propre perspective dans ces mobilisations. C'est aussi un des défis qu'on a devant nous, qu'on a à discuter, et qui est évidemment alimenté par le fait qu'en France, c'était le cas au moment des Gilets jaunes, mais dans bien d'autres pays, la défiance de ces mouvements a été alimentée par la défiance et le rejet, voire la condamnation d'un certain nombre de ces organisations à l'égard de nos mobilisations. Enfin, le dernier point, c'est le problème de la combinaison entre les différentes formes d'action, entre les occupations de la rue, comme en Algérie, les manifs de masse pouvant aller jusqu'à l'affrontement direct en Congo et Liban, et ce qui reste pour nous comme central dans la remise en cause du système, c'est-à-dire les grèves.